Tu es sûr que ça va marcher? Tu es sûr vraiment que c'est une bonne idée? Mais oui, tu vas voir, il y a le texte, tout va bien se passer. Puis c'est toi qui voulais un costume, non? Oui, mais je voyais vraiment pas les choses comme ça. J'espère vraiment que ma mère va me pardonner. Bon, eh bien, inutile de dire que la relance n'est pas facile. T'étais censé me dire quelque chose avant la relance. Non, bon, elle n'est vraiment pas facile. On avait préparé quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon, passons. Attends. Mesdames et messieurs, Betty Moreau. Merci. On ne te présente plus, Charles. L'orateur qui a accepté de venir, Roberto Di Cosmo, quand il n'écrit pas des livres dénonçant un hold-up planétaire, est professeur d'informatique à l'université Paris Diderot, détaché à l'INRIA, membre fondateur du groupe thématique Logiciel Libre, dans le pôle compétitivité systématique, et directeur de l'IRIL depuis 2010. Il vient nous présenter un objet qui devrait tous nous toucher, puisqu'il s'agit de la conservation des logiciels pour les générations à venir. L'UNESCO reconnaissant maintenant le logiciel comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. Accueillons chaleureusement le professeur Roberto Di Cosmo. Bon, merci à tous d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir venir parler avec vous de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est les logiciels. Vous savez, Roberto Di Cosmo, vous voyez, dès que j'ouvre la bouche, je savais bien que je suis italien tout de suite. Je n'ai pas réussi à perdre l'accent. Ça fait 30 ans que je suis en France, mais bon, bref. J'espère que vous me pardonnerez un peu. Donc, de quoi on va parler? Alors, si vous regardez autour de vous, aujourd'hui, vous voyez bien que les logiciels sont partout. D'ailleurs, nous, programmeurs, sont une partie importante de notre société. Alors, les logiciels sont les moteurs de notre industrie, c'est le carburant de l'innovation, c'est un pilier de la recherche scientifique moderne, c'est aussi les médiateurs essentiels qui nous permettent d'accéder à toute information numérique. Voilà, et en plus, vous regardez bien, c'est aussi un instrument qui permet de manipuler un tout petit peu les élections. Ça, ce n'était pas prévu à l'origine, mais disons qu'effectivement, voilà. Donc, on peut dire qu'il y a pas mal de notre connaissance et de notre savoir-faire qui est aujourd'hui embarqué dans du logiciel. Donc, on peut vraiment dire que le logiciel est devenu une partie essentielle de notre patrimoine culturel. Mais quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, ils ont tendance à oublier un aspect essentiel, c'est que oui, les logiciels sont importants, ce sont des choses qui nous permettent de faire des tweets, de communiquer avec nos copains, avec notre téléphone, mais pour réaliser des logiciels, il faut d'abord les écrire. Et quand on les écrit, on écrit du code source. Et c'est bien les codes sources qui contiennent ces connaissances, pas juste le logiciel exécutable. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, ce sont des observations qui existent depuis un moment. Vous voyez les messieurs dont j'ai mis en citation là-haut. Harold Abelson, c'est un professeur d'informatique à l'MIT qui a un certain âge, c'est lui qui a contribué à créer la Free Software Foundation, qui a contribué à créer Creative Commons, qui était à l'origine du petit projet qui s'appelait Scratch, qui est maintenant très utilisé pour apprendre la programmation au début à tout le monde. Et il avait écrit un livre qui était un livre super important quand j'étais encore sur les bancs de l'université, donc ça ne me rajeunit pas, hein, j'ai mis la date, comme ça, full disclosure, vous savez à peu près. Et il disait dans son introduction, vous voyez, les logiciels, il faut d'abord les écrire pour que d'autres personnes puissent les lire, et seulement accessoirement pour qu'une machine puisse les exécuter. Alors, vous allez dire, d'accord, en 1985, ça c'est un prof qui dit à ses étudiants, si je ne comprends rien de ce que vous avez écrit, vous aurez une sale note. D'accord, c'est pas faux. Mais il y a quelque chose de plus profond, c'est qu'en réalité, vous savez bien, si vous écrivez un logiciel
et vous avez besoin de les modifier. Aujourd'hui, on les modifie très souvent. Il faut quand même arriver à comprendre qu'est-ce que vous avez écrit il y a 2 semaines. D'accord? Donc c'est important d'arriver à comprendre ce qu'on a écrit dedans. Alors, 1985, ça c'était un message qui était un peu dur à comprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de codes sources disponibles. D'accord? On ne voyait pas grand-chose. La plupart des codes sources étaient stockés dans des coffre-fort dans les entreprises. Heureusement, aujourd'hui, grâce au mouvement du logiciel libre, de l'open source qui a quand même complètement changé la façon dont nous développons du logiciel, il y a énormément de codes sources qui deviennent disponibles. Et si vous cherchez un peu, vous trouvez des choses qui sont absolument magnifiques. Donc, par exemple, je sais pas, est-ce que quelqu'un ici se rappelle encore Doom? Voir un peu. Ah, quand même, voilà, je ne suis pas les seuls vieux dans la salle, super. Donc, hein, et les programmeurs mythiques qui avaient travaillé pour ID Software à l'époque et qui avaient écrit Doom, c'est John Carmack. Et on attribue à John Carmack cette fonction que vous voyez là. C'est les calculs des 1 sur racine de x. C'est une fonction qui est très importante quand vous faites du 3D. À l'époque où il avait envie de sortir les jeux, les coprocesseurs floating point, c'est-à-dire numérique, n'étaient pas super efficaces. Donc ça prenait trop de temps, si vous appelez juste la fonction pour faire la 1 sur racine carrée. C'était une division flottante et une racine carrée flottante. C'était super cher. Donc vous pouvez tourner votre manette et les fusils ne bougent pas et vous êtes mort et vous n'êtes pas content dans les jeux. Donc du coup, il a trouvé une solution qui était plus intéressante. Donc vous voyez ici, dans les codes sources, qui est vraiment les codes sources qui est maintenant devenu disponible, et c'est sous open source depuis 1995. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il prend un flottant. Number est un flottant, là-bas. Et après, il commence à faire des choses bizarres. Et heureusement qu'il y a des commentaires. Hein. Vous voyez, les lignes, là, il y a marqué « Evil Floating Point Bit Level Hacking ». Donc, c'est une méchante manipulation au niveau des bits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, vous avez votre flottant. C'est en représentation IEEE 32 bits là-dessous. Il arrive, c'est sous la forme exposante mantis. Et la mantis, c'est ce qu'il y a après la virgule, c'est 1, quelque chose. Après, des histoires, si vous voulez faire la racine carrée de quelque chose, la chose simple, c'est calculer le logarithme en base des 2, après vous multipliez par moins 1 sur 2, et après vous refaites la manipulation inverse. Il faut faire quelques petits ajustements pour enlever l'exposant, et donc là, on arrive jusqu'à la ligne qui dit la chose que je ne vais pas prononcer, parce que sinon, ça va être censuré sur YouTube plus tard. Donc, vous voyez les commentaires là. Et un peu plus bas, il fait d'autres choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi il multiplie y par 3 sur 2, etc., etc. Mais heureusement, il y a un commentaire qui dit « première itération ». Ah, première itération, ça me rappelle quelque chose de quand j'étais sous les bancs de la fac il y a super longtemps. Et ça doit être la méthode de Newton pour approcher une fonction. Effectivement. Et donc, il fait les tests et après, en réalité, il faisait une deuxième itération, mais ça ne sert pas grand-chose. Donc, vous ne voyez pas trop la différence quand vous faites les jeux. Et donc, il est arrivé, il a fait ça. Et donc, cette fonction-là est une fonction mythique. Vous la retrouvez même, si vous allez rechercher ça sur Wikipédia, vous mettez juste 0x 100f 3759tf, vous tombez directement sous la page Wikipédia de la fonction. Bon, il y a d'autres exemples, d'accord, et pas les seuls. Mais essentiellement, c'est pour vous dire, ça c'est vraiment précieux, c'est de la conception qui prend du temps, ça fait quelques lignes, c'est super dur de comprendre, de les concevoir, et c'est précieux de les retrouver, de les comprendre plus tard. Et on ne peut les faire que si nous disposons du code source, et en particulier des commentaires, même si peut-être il faut passer un peu, effacer quelques petites gros mots qu'il ne faut pas trop faire passer. Et si on avait seulement les binaires, tout ça serait perdu. Donc, si vous voulez, pour résumer d'une certaine façon, comme il disait Lenstuste, qui est le directeur du board du Computer History Museum, qui est un endroit magnifique à Mountain View, dans lequel il essaie de reconstruire un peu des pans de l'histoire de l'informatique, les codes sources nous ouvrent une fenêtre dans la tête du programmeur, de l'architecte, de la personne qui a conçu un logiciel. Et c'est vraiment précieux. Alors, vous voyez, en plus, les codes sources, c'est quelque chose d'assez récent. Ce que nous faisons est une science, une technologie, une discipline qui est assez récente. On n'a pas beaucoup plus de 50 ans. Et en 50 ans, la croissance était spectaculaire. C'est-à-dire, il y a 50 ans, presque jour par jour, on mettait les premiers hommes sur la Lune. Et
pour arriver à les faire arriver là-bas et pas se perdre dans l'espace, il y avait 60 000 lignes de code qui ont été écrites sous le pilotage de Margaret Hamilton, une dame incroyable qui est encore vivante aujourd'hui, et qui avait écrit à l'époque, quand on a écrit ces codes, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On était dans les Far West les plus complets. 50 ans après, voilà. Et pour vous rappeler, mettre un homme sous la Lune, c'était 200 milliards de dollars à l'époque. Ce n'est pas tout à fait donné. Et les codes logiciels étaient une partie de ces coûts-là. 50 ans après, si vous regardez, les noyaux Linux, qui est juste une toute petite partie de la partie pile Android que vous êtes dans votre téléphone là-dedans, ça fait quand même 20 millions de lignes de code. Et on l'utilise régulièrement. Donc la vraie question est de savoir, est-ce qu'on prend soin de ces patrimoines précieux que nous sommes en train tous collectivement de construire? On pourrait se dire que oui, après tout, s'il y a une industrie fleurissante, c'est l'industrie de l'informatique, s'il y a des géants qui ont une quantité d'argent pas possible, c'est bien dans notre domaine. Et pourtant, faisons un petit peu le tour, vous allez voir que la situation n'est pas si brillante que ça. Première chose, oui, les logiciels sont bien partout, dans un bon sens, qu'on l'utilise partout, mais aussi partout dans un mauvais sens, dans le sens qu'il est éparpillé un peu partout. Il n'y a pas un catalogue central de tous les logiciels. Nous utilisons tous plein de plateformes diverses et variées pour développer, pour distribuer du code. Donc, quand moi j'étais plus petit, je ne dis pas que je ne suis pas jeune, mais je veux dire, je passé quelques années qui sont passées, il y avait une plateforme qui s'appelait SourceForge, qui a un peu disparu maintenant. Après, j'ai eu pas mal d'étudiants. Toutes les fois qu'il y avait des étudiants, ils me disaient non, il ne faut pas utiliser celle-là, il y en a un truc super merveilleux, il faut que tu passes tout ton code dans un autre endroit. Donc, à un moment donné, je l'ai mis sur Gitorious, par exemple. Il y avait Google Code, il y avait plein d'autres choses. Maintenant, il y a GitLab. Maintenant, la plus populaire, c'est GitHub, évidemment. Mais après, si vous regardez ce qui s'est passé, vous avez un bout de code qui était sur SourceForge, qui était bougé sur Gitorious, après on l'a mis sur GitHub, donc finalement, pour les retrouver, ce n'est pas super facile. Donc on n'a pas de catalogue. La meilleure façon pour retrouver du code aujourd'hui, c'est de demander un copain à la machine à café ou faire une recherche dans un moteur de recherche. Ce n'est pas un catalogue, ça. Et non seulement tout ça est éparpillé, donc on n'a pas quelque chose de centralisé, mais les logiciels, comme toute l'information numérique, finalement, est très fragile. C'est-à-dire, bien évidemment, vous pouvez perdre votre clé USB avec 150 gigas des données et des sous, ça on le sait. Vous pouvez avoir une panne dans un data center, et ça c'est aussi une chose qu'on sait, c'est pour ça qu'il faut faire des backups. Il ne suffit pas de faire des backups, il faut aussi vérifier que ça marche. Pour les gens qui ont suivi GitLab il y a un an environ, vous vous rappelez, il y avait 5 niveaux de backups, ils ont tous échoué un après l'autre, donc il faut aussi vérifier que ça marche. Mais plus récemment, on a trouvé quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a des attaques malveillantes dans lesquelles on essaye, on pirate vos systèmes, on crypte tout, donc y compris votre code source, ou on détruit vos données. Et plus récemment, quelque chose qui est quand même surprenant, vous vous rappelez là, je vais vous donner une liste d'exemples. Gitorious n'existe plus, Google Code n'existe plus, ils ont été fermés il y a 2 ans environ, pour des décisions purement business. Ça c'est nouveau, on n'était pas habitué. On n'était pas habitué au fait que quelqu'un, d'un jour à l'autre, dise tiens, finalement, c'est plus intéressant, on ferme la plateforme. Sur Gitorious, il y avait 120 000 projets de développement en logiciel libre. Sur Google Code, 1,5 million. Et enfin, la dernière chose, c'est que finalement, les logiciels sont essentiels, c'est vraiment partout. C'est même dans notre corps, si vous avez un pacemaker, si vous avez des systèmes différents, c'est le logiciel qui contrôle votre propre vie. Donc, ça devient essentiel de garantir la qualité et l'absence d'erreurs graves dans les logiciels critiques. On se dirait qu'on devrait tous avoir une plateforme de recherche massive qui nous permet d'analyser tous les codes sources qui existent de façon systématique pour réduire autant que possible les erreurs et les défauts. Mais alors, malheureusement, autant les êtres humains ont réussi à se motiver pour dépenser quelques dizaines de milliards pour faire des infrastructures magnifiques qui nous permettent de regarder les étoiles. Là, par exemple, c'est une belle photo du télescope du désert de l'Atacama qui permet de regarder les étoiles. Et autant, on n'a pas réussi à mettre en place une infrastructure de recherche pour analyser les codes sources. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, il y a 2-3 ans environ, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, on a lancé un projet qui s'appelle Software Heritage. Donc vous pouvez trouver les sites web là-bas. Ce projet a comme mission précisément d'aller récolter tous les codes sources de tous les logiciels qui sont publiquement disponibles sur la planète, et si possible aussi les autres, de les préserver sur les long termes et de les rendre facilement accessibles
ces codes sources pour tout le monde. Alors, ce n'est pas juste préserver les codes de l'Apollo 11, hein, ça c'est très intéressant pour les étudier pour les passés, c'est aussi pour analyser les codes d'aujourd'hui et nous aider tous à améliorer les logiciels qu'on prépare pour les futurs. Alors, comment faire ça? Il y a un petit papier qui est un accès ouvert, vous pouvez télécharger sous l'URL que vous trouvez sous ces transparents-là. On a posé des principes des bases. Un premier principe des bases, c'est moi, je suis assez vieux, j'ai appris la leçon, donc on fait une chose et on la fait bien. Donc, on construit une infrastructure qui collecte, préserve et partage les codes sources. Et on travaille avec tous les autres, donc avec les patrimoines culturels, c'est pour ça qu'on travaille avec l'UNESCO, avec les industries, c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous aussi, avec les chercheurs, avec les enseignants, pour faire en sorte que cette plateforme puisse être utilisée pour plein d'applications différentes. Si vous avez regardé sur les sites, on a quand même commencé à faire notre travail, c'est pas trop mal. Donc, on a déjà collecté à peu près 83 millions d'origines des projets en logiciel libre qu'on retrouve sur la planète. Et on a tout dédupliqué dans l'infrastructure, donc il y a à peu près 4 milliards et quelques centaines de millions de fichiers sources uniques pour à peu près 1 milliard de commits. Et pour construire tout ça, on a mis des piliers importants. D'un point de vue technologique, tout ce que nous développons est du logiciel libre. Vous pouvez voir ce qu'on fait. La façon dont on travaille est transparente. Il y a des canaux IRC, des mailing lists, vous pouvez venir voir et discuter. Tout le monde est bienvenu. On essaye de répliquer, sinon on veut faire des miroirs. On ne prétend pas qu'on est le meilleur du monde. On fera des erreurs, mais pour corriger les erreurs, on essaye de travailler avec plusieurs personnes en parallèle. Et pour ce qui concerne les contenus, on stocke toutes les données factuelles, c'est-à-dire on a tout l'historique des systèmes de contrôle des versions, et on veut construire une organisation qui n'est pas une start-up, hein, mais qui est une fondation non-profit avec plusieurs partenaires à niveau international. Et donc d'ailleurs, la fondation va la créer d'ici 2 semaines, je pense. Comment ça marche? Je vais regarder l'architecture de ce qu'on fait, de façon très simplifiée, évidemment. D'un côté, vous avez plein de plateformes. GitHub, GitLab, les différentes distributions, les gestionnaires des paquets, NPM, toutes les choses que nous utilisons tous les jours. Et alors, on ne veut pas juste aller faire une copie un jour, on veut vraiment aller faire une copie d'étudier tout ce qu'il y a dedans, mais aussi garder à jour l'information. Donc, pour faire ça, il faut nous construire un adaptateur pour chacune de ces plateformes. C'est beaucoup plus compliqué de faire un archive du web, parce que dans les web, au moment où j'ai un standard, j'ai HTTP, HTML et les URL pour suivre un peu. Dans les plateformes, non. Chaque plateforme a sa propre API pour dire qu'est-ce qu'il y a comme contenu, et certaines plateformes n'ont même pas d'API. Donc, on construit des adaptateurs, et après, une fois qu'on a construit ces adaptateurs, on a la liste de tous les projets qui sont sous chacune de ces plateformes. Mais là, ce n'est pas fini. C'est une sorte de tour de Babel à 2 étages. Donc, non seulement il y a des protocoles différents pour chaque plateforme, mais après, dedans, vous avez du code qui est maintenu sous Git, sous Bazaar, sous Mercurial, des vieux trucs sur CVS, des choses qui sont juste des systèmes de paquets, des TAR, des zip, des paquets dans tous les systèmes divers et variés. Et donc, comme on se place dans une logique de long terme, c'est-à-dire on veut que tout ce qu'on collecte soit là pendant longtemps, c'est vraiment important de ne pas obliger tout le monde après avoir la bonne version de Git, la bonne version de Subversion, la bonne version de Mercurial pour aller relire tout ça. Donc, on fait nous le travail de tout adapter, on relit tout et on reconstruit un énorme, gigantesque graphe de Merkle. Ou si vous voulez, si vous habituez, vous connaissez un peu comment Git fonctionne, c'est une sorte de graphe Git, mais au niveau de la planète, hein, absolument tous les codes. Donc là-dedans, si vous regardez ce qu'on fait maintenant, on a automatisé les suites de GitHub, on a automatisé les suites de Debian, on a sauvé tout ce qu'il y avait dans Gitorious, on avait sauvé tout ce qu'il y avait dans Google Code. Donc, grand merci à l'Archive Team pour Gitorious et à Google pour Google Code qui nous a donné un coup de main pour avoir ça. On a tout l'historique des logiciels GNU et après, petit à petit, on va élargir avec votre aide, j'espère. Ce n'est pas si grand. Grâce au fait qu'on déduplique, ça fait un peu moins de 200 teraoctets donnés pour les contenus des fichiers et une dizaine de teraoctets pour les graphes. Et ça fait quand même un graphe qui est très, très grand. Et maintenant, juste pour vous, hein, si vous pouvez noter cette URL-là, il y a un mot de passe, un utilisateur mot de passe, un utilisateur Devox, hein, vous allez savoir pourquoi, et un mot de passe 2018. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, chercher un peu. Donc, je n'ai pas le temps de vous faire un démo, hein, parce qu'il reste peu de temps. Mais vous pouvez chercher à travers toutes les origines, vous pouvez faire du browsing des contenus, des répertoires, des révisions, etc. Vous pouvez voir les différences entre deux révisions. Ce n'est pas une plateforme de développement, hein, c'est un archive, ce que je vous présente là. Mais c'est quand même un archive fait pour nous, hein, pour des développeurs, pour des gens qui savent
lire ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas juste des zips que vous retrouvez dedans. Et là, comme on a besoin, évidemment, de construire cette infrastructure pour le long terme, pour notre communauté, mais pour la société tout entière, c'est très important de faire émerger une prise de conscience de l'importance de ce que nous faisons, jour après jour, des logiciels que nous écrivons. C'est du vrai patrimoine de l'humanité, ce n'est pas juste un objet technique. Et donc là, on a fait un gros effort ces derniers temps. Donc, il y a un an, on a signé un accord avec l'UNESCO. Donc, il y avait l'INRIA, l'UNESCO de l'autre côté. Et dans la photo, vous voyez des personnes que vous... Donc, au moins la personne au milieu, je pense que vous la connaissez. À gauche, il y a Antoine Petit, qui était président de l'INRIA, qui est maintenant président du CNRS. Et à droite, Irina Bokova, qui était la directrice générale de l'UNESCO, qui a été remplacée par Audrey Azoulay. J'espère qu'on arrivera à voir elle aussi. Donc, dans lesquels on reconnaît l'importance de préserver et rendre plus disponible tous ces patrimoines. On a trouvé plein de monde qui partagent cette vision. Vous avez des logos qui vont vous parler. On a aussi besoin, évidemment, tout ça, ce n'est pas gratuit, on a besoin des ressources. Donc, l'INRIA a mis énormément de ressources et d'énergie au début. Et après, il y a des entreprises qui, petit à petit, se sont jointes à nos efforts. Vous trouvez Microsoft, Intel, Société Générale, d'autres, même GitHub. Et là, si je peux vous envoyer un message, vous pouvez aider. Et on a vraiment besoin de vous. Donc, surtout sur la partie codage, notre code est tout en open source. Si vous voulez jeter un coup d'œil et donner un coup de main, vous êtes bienvenus. On a besoin de documenter pour que ça soit plus simple pour les autres de venir. On a besoin des gens qui aident à résoudre cette tour de Babel en faisant tous les adaptateurs pour tous les différents systèmes. On a une interface web qui est peut-être pas aussi flashy qu'on voudrait, mais donc vous êtes bienvenue à venir là. On a aussi de temps à l'autre l'occasion de recruter des gens. Il y a une offre d'emploi qui est en ligne. Si vous ne pouvez pas faire ça, allez convaincre votre compagnie à devenir un sponsor. Ce n'est pas compliqué, il y a les liens ici. Si vous pouvez faire à votre bon cœur, contribuer personnellement, depuis ce matin, vous pouvez donner sur les sites web du projet, sur Donate. Et si vous n'avez même pas envie de faire tout ça, au moins parlez-en autour de vous. Donc c'est vraiment très important de partager cette mission et faire reconnaître à tout le monde que ce que nous faisons ici dans notre discipline, ce n'est pas juste de la technique bas de gamme, c'est vraiment la nouvelle littérature du XXIe siècle. Donc pour terminer, dans les quelques secondes qui restent, c'est un projet qui est ouvert, c'est un projet qui est au service de tous. N'hésitez pas à partager cette mission, donc reconstruire une librairie d'Alexandrie de tous les codes qui n'ont jamais été écrits, et un CERN pour les logiciels dont nous avons vraiment besoin. Merci beaucoup pour votre attention. Parfait, professeur. Encore merci. Merci de vous consacrer à préserver le passé pour améliorer notre avenir. Tu veux que je recommence? Allez, bis. Merci, professeur. Merci de vous consacrer à préserver le passé pour nous construire un meilleur avenir. Pas le bon timing. L'orateur suivant est président de French Road. Architecte des systèmes d'information, il a rejoint les services du Premier ministre en décembre 2015. Emmanuel Pesanti a créé de toutes pièces en 1999 un outil graphique d'édition des systèmes experts, donc la banque, et en Java, s'il vous plaît. Après 10 années comme consultant en modélisation des SI, il a codéposé en 2014 le concept SILEX, support numérique durable. Mais s'il est ici ce matin, c'est qu'il vient nous proposer de faire un bout de chemin ensemble, à travers les méandres de l'administration. Un chemin devenu plus facile grâce au numérique, un chemin qu'il appelle French Road. Accueillons chaleureusement Emmanuel Pesanti. Merci. Je suis le président de French Road. French Road est une initiative citoyenne qui est née d'une volonté d'un ensemble de personnes qui se disent qu'on a déjà pris 30 ans de retard dans le numérique. La France est un pays extraordinaire, on est la French Tech, mais on est en réalité en Europe à l'ère pré-numérique. Et on est à l'ère pré-numérique avec 20 ans de retard sur les plus grands, avec 15 ans de retard sur les plus petits. Et on vous a parlé de l'Estonie hier, et on a parlé d'un cas d'utilisation très intéressant qui s'appelle l'e-résidence. Moi, je vais vous parler de la X-Road. French Road vient du mot X-Road, qui est en réalité le framework d'architecture d'une carte
d'une carte à tout faire. Avec cette carte-là, vous allez tout faire. Et on va en reparler. Et 5 ans de retard sur les plus jeunes, les BATX, qui sont en fait les GAFA chinois. Et nous, on se demande qu'est-ce qu'on fait au milieu. Voilà. Donc on est un petit peu à l'ère pré-numérique et on a bien l'intention de changer tout ça. Pour fabriquer une nation digitale européenne, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, une nation digitale européenne, eh bien, on va d'abord réfléchir sur la data. Aujourd'hui, quand vous allez sur votre service public et que vous voulez faire une demande d'un service public, on vous fait remplir un formulaire, le formulaire remplit un PDF, le PDF part à un, et puis vous n'avez pas trop de nouvelles, et puis un jour il revient, et puis ou pas. Et puis nous, ce qu'on se dit, c'est que le PDF, en réalité, par rapport à la quantité d'informations que vous transportez, quantité d'informations pour écrire une entreprise, c'est 2000 caractères. Le PDF en contient 3 zéros de plus. C'est un problème. Donc, il faut être centré sur la donnée, on va être data-centrique. Pour fabriquer une nation digitale, il faut être décentralisé, et on verra que c'est le moteur de confiance. Tout le monde est concerné parce que ce dont je vais vous parler, c'est de votre responsabilité, nous, moi, vous, lui, elle, développeurs, c'est notre responsabilité sociétale. Tout le monde est concerné. Et on veut quelque chose qui soit hautement sécurisé parce qu'on va parler de notre identité. On va parler de notre identité et on veut aussi quelque chose qui soit simple à maintenir parce que tout ce que je raconte de toute façon est simple. Voilà. Et je ne fais que des choses simples dans ma vie parce que je suis architecte des systèmes d'information. C'est peut-être pas votre avis, mais c'est le mien. Et puis la France, je disais tout à l'heure, la France c'est la French Tech. Je pense que c'est probablement le bon vecteur pour l'Europe. Notre président de la République, en fait, avec des accents très keynédiens, lors de ses derniers vœux, nous a dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays ?» Nous, on a répondu en 13 jours. Et aux 16 jours, on publiait au journal officiel la création de notre association pour dire « Nous, ce qu'on veut faire pour notre pays, c'est la X-Road, c'est la French Road, c'est-à-dire le socle sécurisé de la carte à tout faire. » Cette carte à tout faire, elle va vous permettre de vous identifier, elle va vous permettre de conduire, de payer des impôts, de vous assurer, de créer votre entreprise, d'enregistrer dès la naissance votre enfant, et ça ne sera pas vous qui le ferez, mais parce que vous avez autre chose à faire que de passer du temps à aller dans une administration pour déclarer votre enfant, donc ça sera quelqu'un d'autre qui le fera, probablement l'hôpital. Vendre ou acheter un véhicule, échanger avec les enseignants à l'école de vos enfants, bref, c'est la carte à tout faire. Et cette carte-là, elle est dans votre poche. Bon, elle est simple, elle est sécurisée, elle est élégante. J'ai parlé de sociétal tout à l'heure. On a 13 millions de nos concitoyens qui sont exclus digitalement. Donc la carte, tout le monde sait se servir d'une carte bancaire. Là, c'est le même principe. C'est une carte dans laquelle vous allez vous l'insérer en présentiel et vous tapez un code PIN. Et c'est hyper facile à utiliser et nos anciens aussi. Je prétends que dans les 13 millions d'exclus digitalement, nous en rapatrions immédiatement la moitié. Mais la carte, c'est un peu ringard, mais pas tant que ça. Parce que quand vous allez être contrôlé par la police au détour d'un virage dans une voiture, vous ne prétexterez pas que la batterie est à plat pour montrer votre identité. Donc il faut probablement les deux. Un, parce qu'on est sociétal et inclusif, et l'autre parce que c'est quand même très pratique, très pratique. Ce dont on va parler maintenant, pour que ce framework fonctionne, eh bien, c'est de la confiance et de la maturité digitale. Et alors, on m'avait dit on m'a fait un petit pari, on m'a dit essaye de mettre une femme nue sous la douche. Bon, voilà, je l'ai fait. Mais on va quand même parler de ça, et en fait, ça introduit une métaphore qui est la suivante. Aujourd'hui, quand vous êtes sous votre douche, vous n'avez pas vraiment envie qu'on vienne vous regarder. Eh bien, quand vous êtes devant votre ordinateur, aujourd'hui, vous trouverez toujours un petit malin pour venir vous regarder, pour venir vous espionner. Voilà. On est dans le pré-digital et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La sécurité, elle est l'affaire de tous. Eh bien, il faut juste prendre conscience en fait, de notre pouvoir. Et nous, les développeurs, on a beaucoup de choses à dire sur le pouvoir de l'homo numericus de demain. Il y a 2 sujets qui intéressent la présidente de l'Estonie. C'est la cyber-hygiène et c'est la confiance.
Et la confiance, ce n'est pas un truc de béni oui-oui qu'on se dit entre nous, entre gens de bonne compagnie. Non, la confiance, c'est quelque chose que vous allez programmer et qui est programmé dans quelque chose qu'on appelle la blockchain. J'aime pas tellement ce mot blockchain parce que j'aime bien ce mot blockchain, mais dans les premières versions de la blockchain, il y avait plus de bougies que de gâteaux. C'était pas très économique ni écologique. Heureusement, ça s'améliore. Là, on va parler d'un arbre de Merkle, finalement, tout simple, une distributed ledger technologie qui permet justement d'implémenter cette confiance. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en maturité digitale, quand vous êtes sous votre douche, vous mettez un petit paravent, vous mettez un post-it dessus. Je m'appelle Emmanuel, je suis sous la douche. Si vous rentrez, vous allez en prison. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le système dont je vous parle, eh bien, vous reprenez d'une part l'appropriation de vos données, mais pas pour les vendre. Vous prenez l'appropriation de vos données pour avoir une réponse immédiate, certaine et proportionnée sur les gens qui viendront regarder vos données. Et là, vous devez entendre quelques accents RGPD ou CNIL qui jadis nous faisaient peur. En réalité, on pense que le RGPD est quasiment implémenté nativement dans ce modèle X-Road. C'est juste magique. Donc, la confiance, c'est quelque chose de fondamental. C'est 10 ans pour l'acquérir, c'est 5 minutes pour la perdre, et on doit avoir confiance pour fonctionner entre nous. Alors, les bénéfices de l'identité digitale sont énormes. Si on se projette en Europe, c'est 500 millions d'usagers qui n'auront plus de mot de passe, parce qu'avec votre carte, aujourd'hui, chacun d'entre nous, j'ai fait le calcul pour moi-même, mais je suis sûr que vous êtes encore plus digitalisé que moi, dans votre vie digitale d'aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 mots de passe. Ça veut dire quoi? C'est entre 30 et 40 comptes. Et on ouvre des comptes. Et un compte par-ci, un compte par-là. Avec votre identité digitale, vous aurez accès à 2600 services, qu'ils soient privés ou publics, mais sans compte. Et donc sans mot de passe. Vous avez une trentaine de mots de passe et vous utilisez des logiciels très intelligents pour pouvoir finalement fédérer tous ces mots de passe. Et quand vous n'avez pas de logiciel intelligent, et pensez à vos parents et à vos grands-parents, c'est 30 comptes qu'ils ont également, mais avec un mot de passe utilisé 30 fois. C'est pire. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Permettre de concentrer les efforts sur la création de valeur ajoutée et avoir du plaisir, parce que la digital nation, ce n'est pas quelque chose de froid, c'est human first en réalité. Ça va très vite dans les tuyaux et les gens prennent le temps de se parler. On est parti en Estonie avec une bande de petits copains de la French Road et on a vu tout ça. On a vu que quand on va au restaurant, on n'a pas des grosses assiettes, on a des assiettes qui sont belles, on a des assiettes qui sont bien présentées et un serveur qui prend le temps de vous expliquer tous les ingrédients qu'il y a dans l'assiette. Il avait peut-être autre chose à faire? Non, il a une oreillette. Et dans les tuyaux, ça va très vite. L'Estonie aujourd'hui, et je prends en exemple l'Estonie et je vous en parle bien volontiers, l'Estonie aujourd'hui, après 27 ans d'indépendance, du deuxième jour d'indépendance, ils ont toujours une peur bleue, c'est d'être envahis par leur ennemi russe. S'ils sont envahis par l'ennemi russe, le gouvernement estonien part en diaspora immédiatement, et en diaspora sur téléphone portable, pilote tout le pays. Et si la bombe atomique fait péter 50 fois le pays et que la PKI qui gère l'identité digitale explose au 4e sous-sol de je ne sais où, planqué quelque part, bien planqué, eh bien, la X-Road renaît immédiatement en e-ambassade au Luxembourg. La e-ambassade signifie simplement une salle des marchés où le droit estonien s'applique. Donc un certain nombre d'avantages permettent d'endiguer les mauvais usages de l'argent, parce que l'Estonie est le pays le moins corrompu du monde. Ramener les citoyens dans les urnes, parce qu'il y a une excellence politique qui dit que... vous savez comment fonctionne le vote en Estonie? L'urne est ouverte pendant une semaine, c'est le dernier vote qui compte. Et vous pouvez voter de n'importe où sur la planète. Mettre en œuvre le modèle européen, c'est capable d'inverser les rapports de force entre les GAFA et les BATIX. Parce que les GAFA et les BATIX, quand ils viendront en X-Road pour venir exploiter vos données, eh bien, ils devront s'identifier également. Et pas d'identité, pas de données. Et des GAFA sans données, ça n'existe plus. Donc ça inverse un petit peu la stratégie. Et puis, alors, j'ai mis à la fin, ajouter un degré de liberté dans l'orientation des politiques publiques, et je vais vous en donner quelques-unes. L'Estonie, avec sa digitalisation, économise une tour Eiffel de papier par mois. Je fais la petite règle de 3, on est 50 fois plus nombreux qu'eux, c'est 50 tours Eiffel de papier par mois en France. 50 tours Eiffel de papier par mois, c'est le coût de l'industrie de l'administration aujourd'hui. Et puis le papier, on s'en fout un peu, même si... Voilà. Ce qui compte, c'est les processus derrière, tous les processus qu'il y a derrière. Tous les processus, c'est 2 points de PIB.
2 points de PIB. C'est-à-dire que quand vous perdez votre permis de conduire, ça a un petit peu changé, ça a évolué, mais il n'y a pas si longtemps, quand vous perdiez votre permis de conduire, pour aller le refaire, vous alliez faire tapisserie une journée en prenant une RTT dans la préfecture du coin. En Estonie, c'est 5 minutes, et ça ne mérite pas davantage. Donc, j'ai loupé l'effet. Là, je vais vous montrer une cible, la cible à atteindre, et comment est-ce que, et ça va bien vous montrer comment est-ce que nativement, le X-Road gère vos données. Aujourd'hui, vos données sont réparties dans tous les guichets de service des ministères, et donc vous avez le service de la justice, le registre de la population, le ministère de ci, le ministère de ça, et toutes vos données sont encapsulés là-bas, et les fonctionnaires pensent que plus ils ont de données et plus leur budget sera réparti, sera conséquent. En réalité, nous, la cible que l'on veut, c'est celle-là, vous voyez ? Donc je vous le refais, on part de cette situation, et notre cible, c'est de pouvoir rationaliser la data. Parce que cette data-là, elle ne mérite, c'est notre identité qui nous permet d'y accéder, et elle ne tolère aucune perte d'intégrité. Donc le système de sécurité doit être excellent. Un mot sur l'intégrité de la donnée. Tout à l'heure, je vous disais qu'en s'appropriant nos données, nous avons la capacité d'avoir une réponse juridique qui soit à la fois certaine, immédiate et proportionnée. Si moi, je viens demain, Emmanuel Pesanti, regarder votre donnée, vous êtes immédiatement informé dans ce qu'on appelle le ledger, donc la blockchain. Vous êtes tous informés en peer-to-peer de qui est venu regarder votre donnée. Et puis, si Emmanuel Pesanti a une tête qui ne vous revient pas, vous cliquez sur le petit bouton d'à côté qui s'appelle une demande d'information, et le gouvernement vous donne automatiquement et rapidement une réponse juridique. Et si ça ne vous plaît toujours pas, vous portez plainte et vous gagnez. Si maintenant, moi, je suis infirmier et que je vous sauve la vie sur une station de ski où vous êtes cassé la gueule, et que je dois accéder à votre résus sanguin pour la perfusion, qui aura lieu dans 15 minutes, eh bien, immédiatement, j'ai accès à vos données de santé, qui sont des données hyper sensibles. J'y ai pas forcément le droit, parce que la X-Road ne gère pas toutes les exceptions, mais elle est capable d'implémenter toutes les exceptions, et je suis obligé de justifier. J'ai accédé au code sanguin de monsieur pour la perfusion, donc c'est justifié. Et 15 minutes après, on vous sauve la vie, parce que quand vous arrivez en salle d'opération, toutes les données de santé correspondant à l'objet pour lequel vous êtes là sont prêtes. Et quand vous regarderez dans votre ledger technologie, Emmanuel Pesanti, ah oui, c'est l'infirmier, ah oui, il a accédé à mon code Résus, j'espère que vous ne porterez pas plainte contre moi. Rapidement. Ce système X-Road permet de gérer des gros systèmes. Le système, il est dynamique, il est essentiel à la mission de sécurité. Je rappelle que les forces de l'OTAN sont présentes dans la X-Road à Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie. Donc, c'est eux qui ont permis, entre autres, de se rendre compte qu'il y avait un problème dans l'algorithme de cryptologie de Gemalto en 2014 et qui a permis à l'État, en 2017, de rappeler 760 000 cartes. C'est un peu comme Toyota qui rappelle 760 000 voitures parce qu'il y a eu un problème de pot d'échappement, mais il n'y a pas eu 760 000 morts. Donc, ils ont cette capacité d'aller vraiment vers l'excellence en termes de sécurité, et ça nous protège notre identité. Le système est décentralisé, évidemment, et le système est hyper résilient pour l'histoire des e-ambassades. Il n'y a pas de SPOF, il n'y a pas de super base de données centralisée. C'est une architecture en peer-to-peer distribuée, avec des services de déploiement hyper rapides et des outils de monitoring globaux. Et alors là, c'est très rigolo de voir 500 millions de requêtes pour le dernier mois, et tout ça se voit en temps réel. La X-Road, globalement, ça ressemble à ça. Vous avez des satellites en fait, qu'on appelle des systèmes d'information, et qui viennent s'accoster au système X-Road sécurisé par l'intermédiaire des petits cadenas que vous voyez, qu'on appelle des security servers, des serveurs de sécurité. Et quand vous regardez une map en fait, des appels, des 500 millions d'appels, ça peut ressembler à peu près à ça. Là où c'est très dense, où c'est très touffu, ce sont des données qui sont massivement partagées. Pourquoi est-ce qu'on partage massivement des données? C'est simplement parce que l'État estonien s'est engagé, comme vous le disiez Arnaud Castagnier hier, s'est engagé à vous demander qu'une seule et unique fois vos données dans votre vie. Donc Emmanuel Pesanti, né à La Rochelle le 6 octobre 1971, je ne l'ai écrit qu'une seule fois. Et ça, ensuite, je le partage. Je le partage parce qu'il y a beaucoup de formulaires, il y a 2600 services, et dans les 2600 services, on vous demande toujours à peu près la même chose. Et puis, il y a des données qui sont un peu moins partagées à l'extrémité. C'est les données de santé, par exemple. Vous allez confier vos données de santé probablement demain à une IA
qui vous redonnera un retour sur votre bien-être, sur tout un ensemble de services. Dans l'association French Road aujourd'hui, on a beaucoup de gens du personnel de santé, parce que des médecins, des chirurgiens, des professeurs de santé, des professeurs en chirurgie, etc. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une mauvaise gestion de l'intégrité des données entraîne la mort. Et ils sont très sensibles. Aujourd'hui, leur maturité digitale est un peu supérieure à la moyenne. Ils sont très sensibles à ce sujet-là, et donc on rejoint massivement X-Road, French Road. Et puis le déploiement, ça ressemble à ça. Tout à l'heure, on parlait de Far West sur Internet. Eh bien, c'est un logiciel qui est très simple, qui fonctionne sur le Far West Internet. Et on va avoir des systèmes d'information qui s'accostent au système X-Road via des security servers. Et un security server va pouvoir jouer le rôle pur de consommateur ou de producteur de services d'exposition des données, ou les deux. Je vous disais que tout ce que je fais est simple. Voilà. Là, ici, vous avez une vue de face du security server avec tous les services qu'il doit implémenter. Et nous, French Road, notre mission, eh bien, c'est de donner à la French Tech toutes les bonnes pratiques et la barre de qualité qu'il faut appliquer pour pouvoir demain venir jouer en X-Road et pour pouvoir tous s'interfacer. C'est simple, c'est facile, mais c'est indispensable. C'est indispensable pour les Digital Nations de demain. On a un exemple en Europe du Nord. C'est un exemple qui est offert puisque c'est en open source. On l'a téléchargé sur GitLab. Et mon lab travaille aujourd'hui dessus pour implémenter le premier service en X-Road en France. Prenons la carte grise. Et on vous attend tous. Venez nous rejoindre. Venez jouer avec nous dans le lab. On a besoin de développeurs qui sont hyper compétents. Ce n'est pas pour rien qu'on est ici. C'est parce que je m'adresse à vous. Rejoignez ce lab et vous y verrez tout ce que vous pouvez y faire. C'est simple, mais c'est puissant. Voilà. Donc bon, ça c'est la liste des protocoles. Vous voyez, la liste des protocoles tient sur un format, c'est assez simple. Et nous sommes allés donc en Estonie avec mon équipe et nous avons rencontré Anna Pipral. Alors cette photo en fait a été prise au e-Estonia Showroom. Le e-Estonia Showroom, c'est un petit peu la vitrine de la société digitale. Et c'est dans cette vitrine-là, quand vous allez là-bas, que vous comprenez qu'est-ce que c'est que mes données en Digital Nation. En fait, Anna Pipral, qui est la CEO du Show Estonia Showroom, nous a montré finalement tout son ledger, nous a montré en fait toutes ses données. Donc c'est là qu'on a appris qu'elle avait un chat, que son chat et elle-même, ils étaient à jour dans leur carnet de vaccination. Elle nous a montré que les données de logement, c'était une ancienne étudiante, les différentes adresses qu'elle a pu avoir, voilà. Elle nous a montré un petit peu tout ça et elle a la main dessus, in the box. Elle a la main dessus in the box et donc elle partage ses données en donnant l'autorisation. Donc le système X-Road en fait permet de gérer toutes les autorisations. Il est RGPD natif. Il gère vos autorisations et avec différentes couches d'autorisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi d'un point de vue institutionnel des accès qui sont donnés. Si par exemple moi je m'appelle Mesrine et puis que je suis recherché par la police des polices, etc., que je sois informé que la police me recherche et que je le voie dans mon... C'est pas très dérangeant, c'est pas très grave. De toute façon, je sais que je suis recherché. Voilà. Donc, voilà. Rejoignez-nous sur french-road.fr. Cette association est une initiative citoyenne qui a pour vocation d'installer la X-Road en France et en Europe. Et on a l'intention de le faire pas en 20 ans, parce qu'on n'a pas toute la vie devant nous. Merci. Bon, merci Emmanuel Pessanti pour cette présentation et ce petit bout de chemin qui va nous amener au prochain orateur. Donc, je dois prévenir les âmes sensibles. Notre prochain orateur un peu particulier a probablement tué des chats. Ah non, moi je veux pas qu'on tue les chats. Quelques aristocrates encore, je dis pas, mais des chats, non. Mais tu comprends, l'Internet, c'est complètement peuplé de chats. Donc, de fait... ça paraît à peu près logique, en recherche, en avancement, il a peut-être dû tuer des chats. Ou pas. Alors restons sérieux, autant que possible. Car le sujet qui va nous être présenté est une révolution dans votre quotidien d'informaticien. David, notre prochain orateur, est
Programme Manager pour Microsoft au sein de la division PAX de Windows. Il a en charge d'accompagner les développeurs et partenaires vers la plateforme Windows, que ce soit grâce à UWP, Unity ou les technologies web. Il est notamment co-créateur de Babylon.js et de Vorlon. Merci de nous parler de la révolution qu'est l'ordinateur quantique. Applaudissons bien fort David Rousset. Merci bien. Donc, nous sommes tous développeurs dans la salle et il va se passer une rupture assez importante, qui est l'arrivée de l'informatique quantique. On développe tous depuis très petit d'une manière que tout le monde maîtrise aujourd'hui. Et l'informatique quantique va permettre de résoudre des problèmes qu'un ordinateur classique est incapable de résoudre. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je m'appelle David, je fais des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi un développeur web me parle d'informatique quantique ? Donc je commence par un disclaimer, je n'ai que 20 minutes pour traiter de ce sujet qui est passionnant. Je ne suis pas doctorant en mécanique quantique ou en informatique quantique, je suis juste extrêmement passionné par ce sujet pour des raisons qui sont très personnelles que je vous expliquerai à la fin. J'ai beaucoup d'espoir dans l'informatique quantique et j'ai juste essayé de digérer plein de choses que j'ai vues sur Internet, en interne. On commence à avoir des formations chez Microsoft sur la programmation quantique et d'essayer de vous expliquer ça relativement simplement. On va revenir sur le fonctionnement d'un ordinateur classique. Bon, la plupart d'entre vous doivent se rappeler, on ne fait plus forcément d'assembleur ces derniers temps, peut-être que certains d'entre vous font encore de l'assembleur, mais en général, on fonctionne avec un circuit imprimé qui est constitué de modules qui ont certaines fonctions, comme du calcul par exemple, eux-mêmes constitués de portes logiques, et au final, s'appuie sur l'élément maître de l'électronique de ces derniers temps, qui est le transistor. Alors ça permet de faire des choses comme ça, moi je trouve ça toujours magique depuis que je suis tout petit, de me dire que grâce à ces petites portes enchaînées les unes avec les autres, on a un premier registre, on a la valeur 2 en binaire, un deuxième registre avec la valeur 3, et on ne sait pas trop pourquoi, mais quand ça passe à travers tout ce système, ça a réussi à trouver la bonne réponse qui est 5. Alors c'est une des explications possibles d'un des modules, et c'est l'informatique qu'on connaît depuis longtemps. Alors bien sûr, lorsqu'on fait du Java, du C++, du C#, on ne sait plus trop comment ça fonctionne, mais c'est ce qui se passe au final. Alors, ça nous amène à la loi de Moore, cette notion de transistor. On a réussi depuis les années 70 à doubler tous les 2 ans, c'est une loi qu'a créée Gordon Moore, cofondateur d'Intel, le nombre de transistors dans nos processeurs, et donc virtuellement doubler la puissance de calcul associée. On voit que cette loi a été assez magiquement relativement bien suivie, et on passe de quelques milliers de transistors à l'Intel 4004, qu'on pouvait encore faire à l'école quand on était petit, ça restait humainement possible, à plusieurs dizaines de milliards de transistors. Dans notre Xbox One X, par exemple, pour faire le fameux 4K, on a 7 milliards de transistors, c'est quand même incroyable, et dans certains processeurs NVIDIA que vous avez peut-être à la maison, on dépasse le chiffre des 10 milliards. Alors en quoi c'est un problème ? Revenons sur le transistor. La plupart du temps, la finesse de gravure aujourd'hui est de 14 nanomètres dans la plupart des machines que vous allez acheter. Et c'est petit, 14 nanomètres. Si on compare à la taille du virus du sida qui fait 120 nanomètres, on voit déjà que le transistor, il est petit. Et si on compare l'ensemble à une cellule humaine de sang, le petit point vert que vous distinguez à peine, c'est mon petit transistor. En quoi ça pose problème ? Arrivé à une certaine échelle, on ne sait pas trop toujours pourquoi, mais les principes de la physique changent. On arrive aux limites de la mécanique quantique, on arrive au problème d'effet tunnel, qu'on va essayer de rapidement couvrir juste après. Bon, aujourd'hui, la plupart des processeurs et des GPU sont en 14 nanomètres. Le Snapdragon 835, si vous avez un Samsung S8, est gravé à 10 nanomètres. Pareil pour le 845 pour le Samsung S9. Et juste pour avoir un ordre d'idée, 1 nanomètre, c'est le rayon de la double branche d'ADN, de notre ADN, de l'ADN. Donc c'est quand même petit, 1 nanomètre. Et 10 nanomètres, donc pour ce fameux Samsung S8, c'est 100 atomes d'hydrogène posés les uns à côté des autres. Donc c'est comme une prouesse technologique hors du commun qu'on a aujourd'hui. On pense pouvoir peut-être atteindre les 5 nanomètres avec des nanotubes de carbone, et on commence à avoir des usines qui ont commencé la production en 7 nanomètres. Mais on va atteindre ce fameux mur quantique, c'est-à-dire que de toute façon, au bout d'un moment, ça sera la fin des processeurs tels que nous les avons connus depuis tout petit, et donc potentiellement, il va falloir changer de paradigme. Alors, on va parler de mécanique quantique. Il faut commencer par se détendre. Un des pères fondateurs de la mécanique quantique, Richard Feynman, pendant une conférence que j'ai regardée et que j'ai pris ce screenshot, nous disait qu'il pouvait dire avec certitude
que personne ne comprenait aujourd'hui la mécanique quantique, y compris lui, du coup. Et en fait, quand j'écoute plusieurs émissions de radio de spécialistes, ils confirment ça. Il y a certaines personnes qui disent, quelqu'un qui vous dit qu'il a vraiment compris la mécanique quantique vous ment certainement un peu. Donc alors nous, à notre niveau, si eux, en travaillant dedans, ils n'ont pas l'air de trop capter ce qui se passe, je suis plutôt détendu. Alors on va essayer de voir très très rapidement les principes de mécanique quantique. Il y a une session cet après-midi également sur le quantique. Peut-être qu'il aura le temps de détailler un peu plus. Mais la mécanique quantique est contre-intuitive vraiment de manière importante. Même certains pensent que le cerveau humain ne serait peut-être pas adapté à comprendre la mécanique quantique. Donc le premier principe qui est fortement utilisé dans l'informatique quantique, c'est la superposition. C'est-à-dire que les particules, au niveau quantique, ont la capacité d'avoir plusieurs états en même temps, donc ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Donc il ne faut pas chercher à comprendre. C'est assez difficile de faire des parallèles avec quelque chose qui est tangible, puisque les chercheurs dans ce domaine-là vous disent que tout est basé sur les mathématiques. Mathématiquement parlant, c'est vrai, ça marche, mais c'est difficile d'en faire une retranscription avec des phénomènes qu'on connaît tous les jours. Donc ce phénomène de superposition, puisqu'on disait que j'allais tuer des chats, et c'est vrai que moi je fais partie du comité contre les chats, parce que les chats ça passe son temps à jouer au baby-foot et à fumer des pétards, donc j'aime pas trop ça. Et donc Schrödinger devait faire partie de ce membre-là, puisqu'il pour essayer d'expliquer les notions quantiques, il avait pris un chat, enfin il imaginait prendre un chat, le mettre dans une boîte en carton, dans une boîte, de rajouter un poison qui à n'importe quel moment, de manière aléatoire, allait se dissiper dans le carton et tuer le chat. Il a refermé l'ensemble. Et en refermant l'ensemble, il dit, bah là, on ne sait pas si le chat il est mort ou il est vivant, puisque ça se trouve le poison ne s'est pas dissipé, il est toujours vivant. Ça se trouve le poison s'est dissipé, il est mort. Donc il est dans les deux états en même temps. Il est là à la fois vivant et à la fois mort. Et le seul moyen de savoir dans quel état est finalement le chat, c'est d'ouvrir la boîte, de mesurer finalement le système. Et là, on va forcer le système à nous indiquer si le chat est vivant ou mort. Et donc c'est important de comprendre ça en mécanique quantique. Déjà, les mesures dépendent en partie du hasard, et le fait de mesurer un système quantique, qui est donc dans plusieurs états en même temps, vous allez le forcer à choisir un état. C'est très très perturbant, c'est-à-dire que tant que vous ne le mesurez pas, il est dans plusieurs valeurs en même temps. Au moment où je lui demande finalement c'est quoi ta valeur, il va dire c'est 0. Vous redemandez un peu plus tard, c'est 1. Mais tant que vous ne le mesurez pas, c'est 0 et 1 en même temps. Et ça pose problème dans l'algorithme quantique, c'est qu'on va voir qu'on ne peut pas mesurer du coup comme on pouvait faire d'habitude, sinon on perturbe l'exécution d'un algorithme quantique. Alors la matière peut au niveau quantique se comporter à la fois comme une particule ou comme une onde, alors ce qui nous génère les effets tunnels derrière, pour trouver une sorte de similitude, si vous êtes chez vous finalement, vous avez des murs, vous prenez une balle de tennis, vous la faites rebondir contre le mur, a priori elle ne va pas passer à travers le mur et aller embêter le voisin. Par contre, si vous avez un système son comme chez moi avec un bon caisson de basse, il se trouve que les ondes ont l'air de bien passer à travers le mur pour embêter les voisins. C'est à peu près le même genre de principe, c'est-à-dire qu'au niveau de nos circuits électroniques, nos électrons, notre courant électrique qui passe à travers les chemins qu'on a dessinés pour avoir ce fameux premier diagramme au démarrage, fonctionne bien jusqu'à une certaine échelle, et arrivé à une petite échelle, en fait, ils passent à travers les murs qu'on a dessinés et ils détruisent la structure logique de nos processeurs. Pour terminer, il y a un phénomène qui est incroyable, c'est l'intrication quantique. Deux particules peuvent être liées entre elles. Je peux donc intriquer ces deux particules, vous en donner une à vous dans la salle, partir de l'autre côté de l'univers à des centaines d'années-lumière, et le fait de changer ma particule, son état, va avoir une incidence directe sur la vôtre, de manière immédiate, malgré le fait qu'on est à plusieurs années-lumière de différence. Et il y a des gens qui ont réussi à démontrer, alors je n'ai pas trop compris pourquoi, ça ne cassait pas la relativité d'Einstein, donc on est tous rassurés, pas de déchirure dans l'espace-temps. Alors revenons aux bits, qu'on connaît tous très bien. Ils ont la valeur 0 ou 1 en fonction de la charge électrique qu'on va mettre. Et ça, c'est assez simple à comprendre. Si j'ai 4 bits, 2 puissance 4, 16 valeurs que je peux coder, et à n'importe quel moment, je vais stocker qu'une seule des valeurs en mémoire. Ça, on avait l'habitude. L'équivalent quantique du bit s'appelle le qubit, plutôt bien trouvé. Et lui, comme il utilise des principes de mécanique quantique, il va avoir à la fois la valeur 0 et 1 stockées en même temps, et tout un ensemble de valeurs intermédiaires également. Ce qui lui permet, du coup, si je prends 4 qubits cette fois-ci, je vais pouvoir également coder jusqu'à 16 valeurs, mais je vais stocker ces 16 valeurs en même temps. Tandis que dans l'informatique classique, je ne stockais qu'une seule de ces 16 valeurs. Et c'est grâce à ce principe-là qu'on va pouvoir faire des calculs nettement plus rapides dans certains algorithmes que l'informatique classique. Alors pour essayer de recomprendre, je prends une pièce de monnaie, face c'est 0 et pile c'est 1, ou l'inverse. Si je lance 5 fois cette pièce de monnaie,
je vais finir par avoir un résultat qui correspond à une des 2 puissance 5 permutations possibles. Dans le cas d'une pièce de monnaie quantique, qui aurait la valeur 0 et 1 en même temps, je vais stocker toutes ces représentations d'un seul coup. Si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Alors si on essaye de faire un parallèle entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique, pour pouvoir finalement stocker cette information au niveau quantique, on utilise la notion de 2 puissance n. Donc si je veux simuler par exemple un ordinateur qui fait 250 qubits sur un ordinateur classique, il faudrait que j'ai 2 puissance 250 ou l'équivalent à peu près de 10 puissance 80 bits classiques de mémoire, et c'est plus que d'atomes dans l'univers connu. Donc c'est des punchlines en quantique qu'on aime bien donner pour dire ça envoie quand même de la patate le quantique. Alors comment on calcule avec les qubits ? Avec les qubits, enfin avec la logique classique, on connaît l'ensemble de ces portes, et il va y avoir des portes quantiques. Alors moi je suis fan de Stargate, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais je trouve ça énorme. Et on va prendre un qubit qui est représenté sous la forme d'une sphère, et en fait ça travaille au niveau probabiliste, les qubits en quantique. C'est qu'on a une forte probabilité quand même que la répartition des valeurs entre 0 et 1 soit... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être 25%, quand je vais mesurer le qubit, il sera à 0 et 75% à 1. On a un ensemble de matrices de probabilités qui sont mises en place, et les portes quantiques sont de différents types, mais en général vont travailler sur la rotation de ces probabilités. Et la différence fondamentale entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique, c'est qu'un ordinateur quantique va faire des calculs massivement parallèles, là où un ordinateur classique, même malgré les multicœurs, va faire des opérations séquentielles. Alors les algorithmes quantiques qui sont aujourd'hui disponibles, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça qu'à la fin, vous aurez un ensemble de ressources pour tester les ordinateurs quantiques et peut-être vous-même trouver des nouveaux algorithmes. Et ils sont très pratiques, ils marchent très bien dans plusieurs cas. Déjà, ils sont basés sur des probabilités. À nouveau, pour nous, les informaticiens classiques, on est déjà has-been, il faut se mettre à jour. Nous, on faisait des calculs déterministes, c'est-à-dire que si je trouvais un algorithme, je l'exécutais sur ma machine, je l'exécutais avec les mêmes jeux de données d'entrée sur votre machine, on allait avoir le même résultat. Dans le cas des ordinateurs quantiques, ils vous donnent un résultat avec une haute probabilité ou pas que ça soit la bonne réponse. Du coup, il faut le faire tourner potentiellement plusieurs fois. Voilà, donc ça, on n'a pas trop l'habitude, mais il va tellement plus vite que votre ordinateur que ça vaut quand même le coup. Et il faut également des algorithmes qui se prêtent bien à des exécutions massivement parallèles. Alors, je vais prendre un exemple du labyrinthe ici, qui avait été donné par quelqu'un à Orsay, c'est là où j'ai fait mes études en plus, pour tenter d'expliquer la différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. Essayons de prendre le problème du labyrinthe. En tant qu'être humain, si vous devez sortir de ce labyrinthe, en fait, ce que vous allez faire, c'est bêtement, je vais commencer par le premier chemin qui est en face de moi, je vais aller à gauche, à droite, noter mes succès, mes erreurs, puis je vais parcourir en profondeur le labyrinthe jusqu'à temps que je trouve la sortie. Vous allez pouvoir trouver la sortie, et puis vous allez même pouvoir expliquer par où vous êtes passé. Dans le cas d'un ordinateur quantique, vous avez vu, il va calculer toutes les possibilités en même temps. À la fin, l'exécution de l'algorithme, en général, un algorithme quantique vous donne un résultat à la fin, donc c'est la différence aussi importante avec un ordinateur classique, et il va vous dire, j'ai trouvé la sortie, c'est ça, la porte de sortie, mais il est incapable de vous expliquer par quel chemin il est passé. Alors pourquoi ? C'est parce que pendant son exécution, si je fige l'exécution de l'algorithme quantique pour mesurer son état, je vous rappelle au début, si on mesure un système quantique, on le force à choisir un état en cours d'exécution, et donc on casse l'exécution de l'ordinateur quantique. On est obligé de le laisser exécuter jusqu'au bout. Alors pour tout ce qui est debug. Alors, problème d'optimisation dans lequel l'informatique quantique peut très bien se prêter. Alors ça, c'est une ingénieure de chez IBM qui faisait une introduction quantique que j'ai beaucoup aimée. Elle disait qu'elle avait son mariage à gérer. On a tous eu ce problème, si on est marié ou pas. On a 10 invités autour de cette table-là. Voilà, un problème assez simple. Et il y a Tata Ginette qui, il y a 2 mois, s'est fritée avec votre neveu. Les 2 personnes, vous savez, qui ne sont pas d'accord politiquement parlant, il ne faut surtout pas qu'ils se retrouvent à table ensemble, sinon ça va être le gros bazar dans votre soirée. Donc, comment calculer la possibilité de répartition de Tata Ginette et des autres autour de la table ? Factoriel 10. 3,6 millions de possibilités. Et on ne s'en rend pas compte. Réfléchissez la prochaine fois que vous inviterez des gens à table pour fièrement dire j'ai choisi une des 3,6 millions de possibilités. Et ça m'a pris du temps, c'est pour ça que j'ai mis du temps à t'inviter à la maison, tout ça. Un ordinateur classique,
ça va devenir très très compliqué pour lui de calculer ça. On finit souvent par faire des approximations pour tout ce qui a des échelles exponentielles en termes de complexité. De la même manière, alors cherchez pas forcément à comprendre ce qu'on essayait de modéliser, mais dans la chimie, essayer de modéliser les molécules et de pouvoir faire des études sur les médicaments, et puis ensuite sur les matériaux. Aujourd'hui, sur ce type de molécules, on n'est capable que de modéliser la partie qui est à gauche, vous voyez, espèce de cube avec les 8 points. Alors moi, ça me rappelle la 3D du coup, mais l'ensemble des permutations possibles à calculer, même sur le plus gros des supercomputers, on ne peut pas aller sur l'étape d'après. C'est que ça dépasse déjà la complexité possible d'un ordinateur classique. Donc il y a deux algorithmes connus en quantique aujourd'hui. L'algorithme de Shor, qui fait beaucoup parler de lui, parce qu'à partir d'un nombre entier n, il va vous trouver les nombres premiers qui le constituent. Et on va en parler pourquoi c'est intéressant derrière. Et l'algorithme de Groover, qui permet de très très rapidement parcourir une liste non ordonnée, de manière nettement plus rapide qu'un ordinateur classique. On va parler de l'algorithme de Shor pour les raisons de sécurité. Donc ça, c'est une clé de chiffrement RSA. C'est la base de l'informatique, la sécurité qu'on utilise tous les jours pour payer sur Amazon ou n'importe quoi avec sa carte bleue. Si je vous demande de trouver quels sont les deux nombres premiers multipliés entre eux qui donnent ce chiffre-là, c'est compliqué. Soit vous avez beaucoup de chance et vous trouvez du premier coup. En général, on fait une approche brute force. Sur un ordinateur classique, ça prend à peu près 1 milliard d'années. Donc on considère que c'est safe. Sur un ordinateur quantique, avec l'algorithme de Shor, ça prend dans les 100 secondes. Et là, ça fait flipper. Il existe heureusement, je ne sais pas s'il en parlera cet après-midi, des algorithmes qu'on appelle post-quantiques qui résistent à l'informatique quantique, dont fait apparemment partie la blockchain. Donc des experts en sécurité m'ont dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'est le cas. Et la NSA aujourd'hui a arrêté toute forme d'investissement sur les technologies, sur autre chose que le quantique. On se demande un petit peu pourquoi. Donc il y a des problèmes en fait qui sont très compliqués, comme l'étude des matériaux ou de la chimie, qui sont des problèmes d'ordre finalement exponentiel. Même si on double la puissance de calcul tous les 2 ans, puis de toute façon on atteint la limite de la taille des transistors. Un ordinateur classique, il faudra plusieurs millions d'années pour résoudre ces problèmes-là, là où ces problèmes deviennent linéaires dans l'informatique quantique. Alors pour fabriquer un ordinateur quantique aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble un petit peu au début de l'informatique chez nous. Ça sera exposé dans un premier temps dans des plateformes de cloud, et ça sera complémentaire à l'informatique classique. Ça ne va pas se remplacer à l'informatique classique, parce qu'il y a des problèmes qui ne s'est pas traités aujourd'hui, qu'un ordinateur classique est nettement meilleur que lui. Malgré tout, les ordinateurs classiques, de ceux que j'ai pu voir, il y en a différentes études sur le marché, différents constructeurs qui s'y mettent. Pour avoir la stabilité quantique d'un qubit, il faut que c'est très sensible au magnétisme, à la lumière, à la température. Donc c'est dans des boîtes qui réduisent le champ magnétique terrestre jusqu'à 50 000 fois. Ça 15 millikelvin, c'est-à-dire c'est plus froid que la température de l'espace. Et pour terminer, ça consomme énormément moins d'énergie que les plus gros des supercalculateurs, tout en étant nettement plus puissant potentiellement. De notre côté, Microsoft, on a fait un labo de recherche en 2006 qu'on appelle Station Q, qui a pris le pari de travailler sur une particule qu'on appelle la particule de Majorana, qui avait été théorisée dans les années 1920 et découverte en laboratoire en 2012, et qui nous permet de mettre en place un qubit qu'on appelle topologique, qui est justement plus résistant que apparemment les autres approches. Et on pense du coup que ça nous permettrait d'aligner davantage de qubits les uns derrière les autres, tout en étant stable. Parce que si vous mettez plein de qubits les uns derrière les autres, mais qui génèrent beaucoup finalement d'erreurs, si en probabilité à chaque fois vous n'avez que 10% par exemple de résultats, ça ne vous suffit pas pour prendre une décision. En termes de simulation, IBM fait une super expérience et met à disposition un ordinateur quantique sur le cloud. Vous pouvez aller voir sur ce site avec une explication sur la création d'algorithmes quantiques. Google vous permet de simuler 22 qubits à travers Chrome et WebGL. C'est magique, Chrome quand même, on peut même faire du quantique. Et nous, de notre côté, on a un développement kit sur le Quantum qui utilise un langage qu'on appelle Q#, qui permet sur votre machine de simuler 30 qubits sur un ordinateur qui a 16 gigas de mémoire. 31 qubits, c'est 32 gigas de mémoire. Vous voyez, ça double à chaque fois. Donc en fait, on met à disposition sur Azure une plateforme qui vous permet de simuler jusqu'à 40 qubits pour commencer vos développements quantiques. Q#, ça ressemble à ça. C'est disponible soit dans Visual Studio, soit dans VS Code sur votre Mac ou Linux à travers une extension, avec des interopérabilités possibles avec Python. Et ça, c'est le Hello World quantique. C'est une téléportation quantique. Voilà. Quand vous faites votre téléportation quantique entre ça et le 10 puissance n des invités en soirée, vous cartonnez.
Pour aller sur microsoft.com/quantum, si vous voulez jeter un œil. Et donc IBM, Google, tout le monde travaille à fabriquer son ordinateur quantique. Quelles sont les applications initiales ? Pouvoir, on pense, entre 100 et 200 qubits, pouvoir améliorer la fixation de l'azote et donc potentiellement nettement améliorer l'agriculture mondiale et donc résoudre des problèmes qui sont essentiels au niveau de la planète. Mettre au point des matériaux qui seraient capables de mieux capturer le carbone et donc de résoudre potentiellement le problème de pollution sur la planète. De mieux comprendre les matériaux et de mettre en place des supraconducteurs qui fonctionneraient à température ambiante, sachant qu'aujourd'hui, on perd énormément d'énergie à essayer de véhiculer l'énergie, justement. Et plus proche de nous, mettre au point, alors nous, c'est nos logos à nous, mais peu importe les gens, améliorer le machine learning et le deep learning pour cette fameuse IA grâce à l'informatique quantique. J'ai mis un ensemble de références ici que j'ai utilisées pour mettre au point tout ça. J'ai écrit un article sur mon blog qui essaye de rentrer un peu plus dans le détail. Et je vous disais pourquoi je suis tellement intéressé à titre personnel. En fait, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, c'est l'analyse du génome. Le génome, c'est énormément de permutations potentielles qui sont compliquées à calculer, à estimer. Et moi, mon fils est touché par une maladie génétique et c'était de manière très égoïste le sujet principal de mon intérêt pour l'informatique quantique. Je pense que ça pourrait également nous aider à soigner les gens. Et donc j'ai beaucoup d'espoir dans l'informatique quantique. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup d'avoir ouvert pour nous la boîte de l'ordinateur quantique. Alors, quelle nouvelle, Agnès ? Le petit chat est mort. Oh. Notre ultime orateur est ingénieur. Dont nous sommes sentinelles, harmonie à portée de nos ailes. Oh, 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 oh. Ça suffit, Marie-Antoinette. Excuse-moi. Il y a des têtes qui sont tombées pour moins que ça, tu sais. Ouais, mais attends, l'espace, ça te fait pas rêver? C'est pas une révolution, c'est pas l'avenir de l'homme. Enfin, excuse-moi, l'évolution de l'homme, ou de la femme, bien sûr. Oui, mais les plans sur la comète, c'est pas mon truc. Mais tu as raison. En effet, nous avons une chance exceptionnelle, car notre ultime orateur est ingénieur en propulsion spatiale. Il a exercé ses talents à la SNECMA, Safran, dans le domaine des moteurs fusées, en tant notamment que directeur programme commerce propulsion à liquide, toute une histoire, avant de se consacrer au lanceur Ariane. Président fondateur de l'association Planète Mars, Richard Heinemann est membre du Steering Committee de Mars Society. Il va nous parler des différents programmes martiens, des structures publiques, privées, qui nous permettront certainement de passer du rêve à la réalité. Accueillons chaleureusement Richard Heinemann. Je dois vous dire, pour commencer, je suis très heureux de me trouver devant vous, puisque voilà un public idéal pour moi, puisque vous êtes développeur, donc tourné vers l'innovation, très sensible à l'innovation. Et le sujet que je vais vous présenter, donc le futur de l'astronautique, finalement, vous verrez qu'on vit en ce moment, peut-être certains d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, on vit une innovation, une révolution tout à fait déterminante pour l'avenir de nos activités. C'est la révolution astronautique, la révolution de l'accès à l'espace. Alors, je suis très désolé de dire que ceux d'entre vous qui auraient aimé un approfondissement des sujets concernés sur le plan technique seront peut-être un peu déçus, parce qu'évidemment, en 20 minutes, c'est pas facile, mais ces personnes-là pourront toujours se consoler en trouvant ce bouquin dont Devox vous offre un certain nombre d'exemplaires que je serais content de vous dédicacer, où les détails techniques sont abordés plus nettement. Alors, j'appuie sur le bon bouton. Voilà. Alors, depuis 50 ans, en fait, depuis le début de l'ère spatiale, on s'est intéressé aux possibilités d'envoyer des hommes dans l'espace pour faire un certain nombre de tâches. Bon,
Gagarine, ça fait à peu près 50 ans, 60 même. La Lune, ça va faire, c'était en 69, donc vous voyez, ça va faire un demi-siècle. Et il est vrai qu'à ce moment-là, quand on a fini Apollo, un certain nombre de gens pensaient qu'on allait continuer, qu'on allait s'installer sur la Lune, puis aller sur Mars, etc. Bon, c'était conçu toujours comme un projet institutionnel, c'est-à-dire que la finalité essentielle était scientifique, donc c'était des budgets étatiques. Donc, qui dit budget étatique, dit forcément c'était un projet politique. Mais depuis quelques années, enfin, ça existait avant, mais depuis quelques années, ça s'est concrétisé. Cette idée d'aller sur un autre monde, de s'y installer, intéresse de plus en plus un certain nombre de gens. Et en fait, c'est à la fois pour des motivations éthiques, je ne développerai pas ici, mais on peut imaginer lesquelles, mais aussi pour des motivations de business. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs innovants qui n'ont pas peur du risque, qui considèrent qu'il y a un potentiel d'activité nouvelle dans ce domaine et qu'il faut donc essayer de s'y intéresser. Alors, le champion de ce mouvement, c'est indéniablement Elon Musk, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un multi-entrepreneur tout à fait performant et brillant. Mais il n'y a pas que lui. Je vous parle de Musk parce que son projet phare, c'est de permettre le développement d'un système de transport spatial qui permette d'aller à bon marché s'installer sur Mars. Mais vous avez aussi ici les photos de Richard Branson avec le tourisme orbital, de Bigelow, le magnat de l'hôtellerie qui veut développer un hôtel touristique en orbite terrestre, ou évidemment Jeff Bezos d'Amazon, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui investit de ses fonds propres 1 milliard par an dans le développement d'un lanceur indépendamment de tout financement public. Alors, avant de rentrer dans le détail des motivations du côté institutionnel et du côté privé, on peut s'interroger pourquoi vise-t-on Mars particulièrement. Alors, il faut bien reconnaître que historiquement, les seules initiatives concrètes qui ont été lancées pour relancer l'astronautique après Apollo, il y en a 3. Il y en a eu, donc Apollo, c'est l'arrivée sur la Lune 69. 20 ans après, 89, le président Bush senior veut relancer la conquête spatiale, c'est la Space Exploration Initiative. Et 2004, Bush junior recommence et relance une initiative, un programme qui s'appelle Constellation. Alors, ces 2 tentatives ont échoué, elles ont été abandonnées parce qu'en fait, les dirigeants américains, les présidents, ont considéré que les ressources budgétaires nécessaires n'étaient pas disponibles. Donc on concourait à l'échec de toute façon. Alors, actuellement, le président Trump vient de décider à nouveau que les États-Unis, avec l'Europe, allaient relancer un programme qui commencerait par l'installation sur la Lune. Donc, à chaque fois, vous voyez, il n'y a pas eu vraiment de programme décidé, mais quand on a voulu en décider un, ça s'est arrivé 3 fois dans l'histoire, la dernière c'est Trump, ça s'est mal passé, puisque finalement, les ressources n'ont pas été mobilisées pour permettre cette réalisation. Alors, ces programmes, il est vrai, visent une première étape lunaire qui est conçue comme une étape préparatoire à un futur voyage vers Mars, mais l'objectif final, c'est bien d'aller vers Mars. Simplement, les agences ont tendance à considérer qu'elles n'ont pas les moyens ni la capacité de prendre des risques suffisants pour se lancer directement dans ce voyage lointain. Alors, quel est l'intérêt de Mars du point de vue astronomique? Le premier intérêt, c'est que c'est la destination
dont l'environnement est le plus favorable. Hein, de toute façon, c'est pas respirable, hein, il faudra vivre dans des espaces confinés, mais la durée du jour est la même que sur Terre. Ça, c'est quand même intéressant, parce que sur la Lune, par exemple, le jour dure 28 jours. C'est-à-dire que vous avez un jour de 14 jours et une nuit de 14 jours également, ce qui pose des problèmes thermiques, etc. Mais l'intérêt principal de Mars, c'est qu'elle dispose d'un large spectre de ressources in situ qui sont facilement exploitables. On trouve, si vous voulez, sur place tout ce dont on a besoin, en particulier de l'eau en abondance, certes sous forme de glace, mais qui permet donc d'obtenir de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone dans l'atmosphère, des sels minéraux, des argiles, etc. Alors, sur le plan astronautique, évidemment, c'est beaucoup plus loin que la Lune. Ce qu'il faut comprendre, que beaucoup plus loin, ça ne se traduit pas par beaucoup plus d'énergie, parce qu'en fait, la majorité de l'énergie, elle sert à s'extraire du champ de gravité terrestre. Après, que vous alliez vers la Lune ou vers Mars, la différence est relativement minime. Par contre, qui dit voyage lointain, dit durée, ça dure minimum 6 mois le voyage pour aller là-bas. Et deuxièmement, isolation complète, c'est-à-dire que si vous avez le moindre problème, vous êtes obligé de vous débrouiller par vous-même. Bon, je passe là-dessus, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc je viens maintenant un peu sur le détail des motivations politiques. Elles sont à 4 niveaux. Le niveau le plus direct, le plus facile à comprendre et qui fait consensus, c'est évidemment l'aspect scientifique, avec 2 thèmes principaux, la planétologie comparer Mars et la Terre, pour mieux comprendre la Terre, et un deuxième sujet qui est plus populaire, je dirais, qui est de s'approcher du mystère de la vie, parce qu'on espère trouver sur Mars des terrains qui datent de l'époque où la vie est apparue sur Terre, alors que sur Terre, ces terrains ont disparu du fait, en particulier, la tectonique des plaques. Le deuxième niveau, c'est les objectifs de développement économique. On se rend compte que, évidemment, travailler dans des projets de technologie avancée comme ça, ça donne de la compétitivité, ça donne de l'innovation. Il y a le phénomène de l'influence géostratégique. Aujourd'hui, on ne peut prétendre être une grande puissance si on n'a pas une place dans l'espace, compte tenu de l'importance des moyens spatiaux, aussi bien dans la vie économique que dans le renseignement, que dans, évidemment, les applications militaires. Et enfin, pour nous, associations, c'est très important. On considère que avoir de tels grands projets, c'est qu'un exemple, mais c'est un exemple particulièrement frappant, c'est un moyen de remotiver la jeunesse aux métiers techniques et scientifiques, ce qui est évidemment une condition essentielle pour que nous gardions notre indépendance en matière d'investissement et qu'on ne se transforme pas à terme, disons, à un Disneyland touristique. Ce qui est très bien, mais enfin, peut-être pas suffisant. Alors, quelques mots de la façon dont les institutionnaires ont conçu ce projet depuis 50 ans qu'ils y réfléchissent. Vous voyez voir, on a eu à peu près une cinquantaine de projets. La cadence de production des idées, des projets, était à peu près d'un par an. C'est absolument effarant. Tous plus ou moins alambiqués. Et vous avez là une image de ce que propose finalement actuellement la NASA. Ça s'appelle la Design Reference Architecture. Ça date de 2009. Et rien que l'image montre qu'on est sûr que ça ne se fera pas. Parce que regardez le nombre de lanceurs qu'il faut. Il prévoit 7 lanceurs lourds, des lanceurs de la taille du Saturn V lunaire pour faire une mission. Et il y a 8 modules différents qui interviennent dans cette mission. Le coût, évidemment, ce lanceur, qui est actuellement péniblement en développement à la NASA, son lancement est estimé à 1 milliard à chaque lancement. Bon, on est vraiment inquiet. Enfin, moi, j'ai assisté
J'étais présent à un congrès où il a été présenté ce projet pour la première fois. Et j'ai posé la question, je lui ai dit, mais vous savez bien que ça sera infaisable, c'est complètement beaucoup trop coûteux. En fait, c'est un project killer. Et en fait, bon, c'est une hypothèse qui m'est personnelle, mais curieusement, ce projet a été présenté au moment où Obama a décidé d'arrêter le projet. Donc, à mon avis, il a commandé à la NASA une élucubration qui lui permette de dire que c'était infaisable. C'est personnel. Hein. Alors, c'est un peu décourageant quand même de voir ça, de voir qu'en 50 ans, les agences n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire. Enfin, les agences et les parlements, les gouvernements. Mais depuis quelques années, l'espoir renaît grâce à cet homme-là, Elon Musk. Alors, vous voyez une photo où il présente la maquette du Falcon Heavy. Vous avez certainement eu l'écho médiatique qu'a eu le premier lancement de ce lanceur avec la Tesla qui est envoyée dans l'espace. Cette photo date de 2002, je pense. Et à l'époque, évidemment, il comptait développer ce lanceur en quelques années. Il a mis un peu plus de temps que prévu, c'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, Falcon Heavy est le lanceur le plus puissant du monde. C'est-à-dire qu'avec un développement purement privé, sur des specs privés, il a construit et fait voler le lanceur provisoirement le plus puissant du monde. C'est quand même quelque chose, surtout que sa société, SpaceX, il l'a fondée en 2002, ça fait pas si longtemps que ça, 15 ans, avec un capital de 250 millions qu'il sortait de sa revente des parts de PayPal, puisque c'est un co-créateur de PayPal. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que l'objet de cette société, c'est tout simplement de développer un système de transport interplanétaire suffisamment bon marché pour permettre une éventuelle colonisation de Mars. Alors, il faut noter que l'empire d'Elon Musk, ce n'est pas que SpaceX, c'est évidemment aussi Tesla, dont vous connaissez peut-être les péripéties. Tesla, le premier fabricant de voitures totalement électriques, qui se débat avec des problèmes financiers actuellement dignes de Musk, parce qu'il aime le risque à tous les niveaux, y compris au niveau financier, et je dois dire qu'il n'a pas que des amis dans le milieu des affaires américains. Alors, pour aller sur Mars à un prix raisonnable, voilà ce qu'il imagine. Ça s'appelle le BFR, Big Falcon Rocket, ou moins poliment, Big Fucking Rockets. Vous la voyez là, c'est à peu près la hauteur de Saturn V, 9 mètres de diamètre, charge utile envoyée en orbite basse 150 tonnes. Qu'est-ce qui caractérise ce lanceur? C'est une réutilisabilité totale. Vous voyez, il y a 2 étages. Le premier étage, qui est un booster, et le deuxième étage, qui fait aussi office de vaisseau interplanétaire. Bon. Au lieu des 8 modules, on n'a plus que 2. Ils utilisent le même moteur, donc un seul type de moteur. C'est totalement réutilisable, on ne jette rien. Deuxièmement, les ergols de retour, une fois qu'on est sur Mars, pour revenir, on fabrique le carburant et l'oxygène liquide sur place, ce qui est évidemment beaucoup plus avantageux que de la mettre de la Terre. Alors, il veut aussi que les durées de 3G soient réduites, parce qu'il y a une chose qui inquiète beaucoup les concepteurs dans l'idée d'un voyage vers Mars, c'est les radiations cosmiques. C'est-à-dire que dans la galaxie nous envoie continuellement, on en reçoit ici, vous n'en rendez pas compte, mais c'est quand même bien amorti sur Terre par l'atmosphère et par le champ magnétique qui nous protège. Lorsque vous êtes dans le vide interplanétaire, vous recevez en plein ces particules qui, si on en reçoit trop, peuvent poser des problèmes de santé à terme pour les individus. Donc, une bonne façon de réduire drastiquement ces radiations, c'est d'aller plus vite. Les rayons cosmiques, on ne peut pas s'en protéger. Il faudrait des écrans énormes, ça pèserait des centaines de tonnes.
Par contre, si vous faites le voyage en 3 mois au lieu de 6 mois, ben vous avez 2 fois moins de doses. Une fois arrivé, vous pouvez vous enterrer, vous pouvez faire des habitats recouverts de sol, de sable, de régolithe, et ça vous protège. Alors, ce qui est surprenant quand même, moi, le jour où j'ai vu l'annonce de ce projet, je suis tombé sur le derrière, heureusement j'étais assis déjà. 100 passagers. Hein, les projets institutionnels d'exploration, c'est 4-6 passagers. Là, non, moi je vais emmener 100 passagers d'un coup, parce qu'ils prévoient une capacité de transport de masse. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est le dernier point. C'est-à-dire que non seulement il veut avec ça permettre la colonisation de Mars, mais il veut rentabiliser le projet en l'utilisant dans d'autres applications. Il propose le voyage sur la Lune avec juste un lanceur au lieu de 7, et en même temps aller-retour direct. Il peut envoyer en orbite géostationnaire directement des satellites très lourds. Il peut envoyer des constellations de satellites en 40 ou 100 satellites à la fois, comme on aura dans les constellations Internet, dont une est en projet chez SpaceX. Et à tel point qu'il prévoit que les lanceurs plus anciens seront mis au rang car tout sera fait par un seul lanceur. Donc, du point de vue économique, c'est très, très intéressant. Alors, on en vient à la colonisation. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, en particulier beaucoup les jeunes. Il faut rester quand même très prudent. Aujourd'hui, ça reste quand même un sujet un peu utopique. Alors, il y a des conditions de base pour pouvoir en parler. C'est effectivement d'avoir un système de transport relativement économique. Musk dit que ce sera moins d'1 million le ticket, peut-être moins de 500 000 $. Bon, on n'y est pas, hein, parce que pour l'instant, il a prouvé qu'il savait récupérer les lanceurs, les fusées. Il en a encore fait un avant-hier, je crois. Par contre, entre récupérer et réutiliser, il y a un petit inconnu qui est la remise en œuvre, la remise en condition. Si la remise en condition est trop chère, par exemple, c'est comme sur la navette spatiale où après chaque vol, pour une question de sécurité, ils étaient obligés de descendre les 3 moteurs et les inspecter et les remonter, ce qui est évidemment très onéreux. Voilà. À quoi va-t-il arriver au point de vue maturité technique de ce point de vue-là? Ça reste à prouver. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est de trouver un tour de table financier qui permette de financer la colonie. Je n'arrive pas à revenir en arrière, c'est en dessous. Voilà. Et ce tour de table, il est caractérisé par son importance déjà et par le fait que c'est par définition un investissement à long terme et quand même très risqué. Bon. Moi, je fais assez confiance sur le fait qu'il le trouvera, en particulier en finançant grâce aux revenus de SpaceX. Il y a aussi un certain nombre de difficultés techniques que j'ai citées là. J'insiste surtout sur le système de support vie. Il faut être capable d'assurer avec une grande sécurité l'environnement vital nécessaire aux voyageurs. Et un autre problème, c'est le dernier point, j'insisterai là-dessus, c'est la génération d'énergie. Parce que j'ai dit qu'il y avait toutes les ressources sur Mars, mais il faut les exploiter. Par exemple, l'eau, c'est bien, mais si vous voulez de l'oxygène et de l'hydrogène, il faut faire de l'électrolyse. Et l'électrolyse, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale. Donc, on aura besoin sur Mars de beaucoup d'énergie, ce qui est un petit problème. Alors, pour terminer, c'est bien de parler de colonies, mais quand vous parlez de colonies avec des gens qui sont un peu sceptiques, à la fin, ils vous posent la question, bon, ben, supposons que ça soit faisable, mais pour y faire quoi? C'est vrai. Pourquoi aller s'enfermer dans des habitats clos pour sa vie ou aller en scaphandre tout le temps? Ben, la réponse, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de le faire. Hein?
C'est déjà ça, mais c'est quand même un petit marché. C'est pas des millions de personnes, mais ça peut justifier effectivement une offre de service. Mais en fait, il faut que le projet de colonisation, si on veut trouver les financements, démontre un équilibre économique, une rentabilité. Alors, il y a beaucoup d'idées plus ou moins folklore qui ont été émises à ce sujet, exploitation de ressources, etc. Moi, je me suis attaché à faire une étude économique, un modèle économique, où je fais partie des idées suivantes. Je me suis dit, pour qu'un business réussisse sur Mars, il y a au moins 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il soit spécifique à Mars. Sinon, on le fera ailleurs. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller si loin si on peut le faire ailleurs. Et deuxièmement, il faut qu'il comporte un minimum de transfert de pondéreux, donc le plus dématérialisé possible. Et j'ai abouti à l'idée que l'offre de résidence était probablement une possibilité. L'offre de résidence, ça veut dire quoi? On va construire un Club Med ou des locaux de recherche et on offrira un voyage plus séjour, tous les services attachés, d'une part à des touristes wealthy, qui ont des moyens, d'autre part à des scientifiques qui sont missionnés par leurs organismes. Donc voilà, j'insiste là sur quelques-uns des problèmes majeurs pour réaliser la colonisation. L'énergie, la production alimentaire. On imagine qu'il faut à peu près 100 à 200 mètres carrés de surface cultivée par habitant. Et puis la nécessité de réaliser à partir des ressources locales des habitats d'une façon un peu industrielle, puisque en moyenne, il arriverait une personne supplémentaire par semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Aujourd'hui, voilà comment je vois la chose, moi. La colonisation reste un thème porteur, mais qui reste une utopie. Sa faisabilité reste à prouver. Mais de toute façon, je pense que SpaceX, à moins qu'il arrive des problèmes graves à Elon Musk, va réussir son opération. Il va le faire voler. Il est déjà en train de fabriquer le prototype du premier exemplaire. On aura donc d'une part des avancées probantes de SpaceX et d'autre part la création, grâce à ça, d'une dynamique qui va entraîner les agences NASA pour avoir finalement un partenariat public-privé. Merci beaucoup, Président. Donc, je pense qu'il y a ici beaucoup de gens qui sont intéressés par ce programme et votre association, les travaux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Levez la main. Voilà. Donc, vous dédicacez un certain nombre de livres. Donc, juste ici, Espace Paris, à côté de l'Espace Hacker Garden. Voilà, dans 5-10 minutes, le temps de tout installer. Et encore merci. C'était un plaisir. Alors, on compte beaucoup sur les gens comme vous pour entraîner notre société, la faire sortir de sa léthargie. Hein, on a des problèmes, c'est certain, mais c'est pas parce qu'on a des problèmes, et on en a dans ce projet aussi, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on reste inactif. Au contraire, il faut oser et il faut risquer. Merci, professeur. Et vous avez posé une question, pourquoi aller sur Mars? Eh bien, peut-être pour savoir si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ce qui n'est pas toujours une évidence. Le script. Le script, ah oui, je m'en suis sorti un petit peu, hein, tant pis. On en est où? Là. Ah oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est moi. Dévoxienne et Dévoxiens, nous clôturons nos keynotes. Nous avons essayé de faire le tour de la question de nos différents sujets d'évolution. Et en tout cas, je pense que vous serez d'accord. On ne manque pas d'air. On ne manque pas d'air.
revolution. Well, you know. We all want to use converse. Putain, il fait chier. You tell me that it's evolution. Well, you know. We all start using the verb. But when you need the flat solution, don't you know that you can ask me out? Don't you know it's gonna be? Alright, Don't you know it's gonna be? alright, Don't you know it's gonna be? alright. Merci. Merci. Bonne journée à tous.